Hey, salut les chums, bienvenue à mon podcast, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. Comment ça va? Moi ça va super bien, merci de demander. Et là je suis en train de faire des tests avec ma GoPro, donc qu'est-ce que vous voyez en intro présentement, c'est filmé avec ma GoPro. Si c'est dégueulasse, je suis désolé, mais le reste du podcast va pas être fait comme ça, donc inquiétez-vous pas. Là je suis en train de faire des tests comme j'ai dit, j'ai fait des tests les derniers épisodes, j'ai filmé mes invités puis ça a pas été très concluant. Donc j'essaie de faire un test avec plus de lumière, je vais voir si ça sort bien. J'espère que ça va bien sortir parce que sinon mon père a acheté une caméra pour rien. Mais les tests que j'ai faits avant, le visage des invités était trop sablonneux, j'ai pas aimé ça, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais j'espère que ça va bien sortir. On se croise les doigts, parce que sinon il va falloir que je m'achète une autre caméra. Là il n'y a pas eu beaucoup de UFC depuis quelques mois. Il y en avait une fois de temps en temps. Mais là, le gros rush des UFC vont commencer. Donc, de maintenant jusqu'en avril, je crois, il va y avoir un UFC à chaque semaine. Donc, soyez certains de participer au pool de MMA. Puis là, ce mois-ci, pour le mois de février, on fait quelque chose de spécial. Donc, il va y avoir deux prix à gagner. Il va y avoir un prix que tu vas pouvoir gagner si tu as le plus de points à la fin du mois de février. Puis, il va y avoir un prix que tu vas pouvoir gagner si tu as pour celui qui a le plus de points pour le UFC 247 qui est la semaine prochaine en fait là. Moi je m'en souviens plus vraiment de la date, mais c'est ça. Pour le UFC 247, il va y avoir aussi un prix. Puis là j'hésite, je vais vous le dire c'est quoi le prix. Fait que Nutrition Fit Plus, on change de nom. Maintenant Nutrition Fit Plus, ça s'appelle WeCook. Et WeCook ont décidé de donner $100 aux gagnants du pool de MMA pour le UFC 247. Pour les prix du mois, je vais les annoncer comme d'habitude en vidéo. Mais pour le UFC 247, c'est $100 de WeCook. Donc WeCook, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ou qui savent pas c'est quoi Nutrition Fit Plus, c'est des plats préparés. Donc tu peux appeler là-bas. Ils vont t'envoyer des plats préparés. À chaque semaine, le menu il change. Puis pour de vrai, c'est bien bon. Puis c'est bien pour la santé aussi si vous voulez perdre du poids là. WeCook, c'est the way to go. Fait que c'est ça. Je vous encourage à aller participer au pool de MMA ce mois-ci et les mois à venir. Là, le pool de MMA, c'est grâce au Patreon que ça existe. Donc un gros merci à tous les Patreons. Et toi, si tu veux devenir Patreon, t'as juste à aller cliquer sur le lien que je vais mettre avec le post. Et je vais mettre le lien du Patreon. Donc tu peux aller encourager le podcast, encourager le pool de MMA avec ce lien-là. Puis ce mois-ci, en fait cette semaine plutôt, il y a un nouveau gang member. Puis le nouveau gang member du Patreon, il y a probablement le nom plutôt le plus cool au monde. Donc bienvenue à Marc-Antonio Di Lillo. Marc-Antonio Di Lillo. Pour de vrai, ce gars-là, c'est sûr que c'est un gagnant là. avec ce nom-là. Donc un gros merci encore à Marc-Antonio Di Lillo. My God, c'est vraiment incroyable comme nom. Donc un nouveau gang member. Donc si vous voulez encourager le pool, si vous voulez encourager le podcast, allez sur mon Patreon. J'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Oui! Cet épisode-ci il est commandité par quelqu'un. L'épisode est commandité par Make a Champ. Fait que c'est quoi ça Make a Champ? C'est comme un GoFundMe mais pour les athlètes. Donc les athlètes peuvent aller là-dessus. Puis le monde peut les soutenir. Donc disons que tu es un athlète de judo, tu vas t'inscrire sur Make a Champ, c'est gratuit. Tu dis disons je veux aller m'entraîner en Europe pendant un mois, j'ai besoin de tant d'argent. Donc le monde peut aller sur ton profil, t'encourager, te donner des dons. Souvent ça va être ta famille, mais aussi ça peut être du monde que tu connais pas qui je sais pas, ils veulent aider un jeune ou un plus vieux en fait, un athlète à performer. Donc ils peuvent t'aider avec un Make a Champ. Make a Champ, ils prennent pas un pourcentage des fonds que tu vas ramasser. En fait, comment ils font pour faire de l'argent eux autres, c'est qu'ils demandent du type. Donc tout l'argent que tu vas recevoir, tout l'argent que le monde va te donner, tu vas le recevoir. Donc pour ceux qui sont intéressés, si vous êtes un athlète de MMA, un athlète de boxe, n'importe quoi, vous avez besoin de soutien financier, allez sur makeachamp.com. Puis c'est ça, créez-vous un profil, c'est gratuit comme j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez à faire, c'est juste partager ça à toute votre famille, partager ça à tout le monde. Puis Make a Champ, ils vont vous mettre en première page
et le monde qui vont vouloir vous soutenir vont pouvoir vous soutenir. Donc, un gros merci à Make a Champ d'encourager le podcast et d'encourager aussi les athlètes de la relève. Cette semaine, je reçois Philippe Allaire Landreville. C'est un combattant de Muay Thai. En fait, c'est un combattant à la retraite de Muay Thai qui est devenu un entraîneur et qui est aussi un promoteur. Donc, je vais laisser expliquer tout ça dans le podcast. Un podcast hyper intéressant. Puis Philippe, tu sais, moi je le trouve un petit peu méconnu. Je pense qu'il mérite vraiment à être connu. J'ai vraiment trouvé ça cool de le recevoir au podcast. Donc un gros merci à lui d'être venu et un gros merci à vous d'écouter le podcast. Bye bye. I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, I'm telling you the truth, it's just the beginning. Yeah, you know, it's done, I mean... Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais de la difficulté à parler, tu sais. Puis, mais dans le sens que, tu sais, souvent, je déparle. J'ai une idée en tête, mais ça sort comme tout croche, ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer à faire des petits podcasts comme ça pour vraiment m'améliorer. Puis en plus, c'est que j'avais l'impression de trop écouter Netflix. Si je binge-watchais entre mes entraînements, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer de rendre l'utile à l'agréable, tu sais, puis avoir un petit projet comme ça on the side. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé ça. Mais c'était tough parce que je voulais pas. Au début, je faisais par semaine. Un podcast par semaine, puis ça prenait trop de temps. Comme je te disais tantôt, c'est tough avoir des invités, tu sais. D'aller chercher des invités, contacter les invités, puis tout. Puis moi, je faisais tout seul, fait que c'était trop compliqué à chaque semaine. Fait que j'ai décidé de le faire bimensuel. Puis, pour pas que ça dérange mon entraînement, là, en réalité. Là. Fait que, tu sais, toi, je suis allé m'entraîner, tu m'as vu tantôt en entraînement, on s'est vu. Puis, après, je vais faire le podcast, puis là, je vais retourner m'entraîner après au Tristar, là. Mais c'est ça. Mais ouais, on va commencer. Philippe Allaire. My God, j'ai eu de la misère à dire. Landreville. Philippe Allaire Landreville. Ouais. Ben oui, Cette génération-là. Comment ça va? Ça va bien, merci. Pour ceux qui te connaissent pas, toi, tu es un combattant de Muay Thai. Ouais. Ça fait longtemps que tu te bats. Moi, c'est ça. Tu t'es battu longtemps en Muay Thai. Puis surtout à l'extérieur du Canada. En fait, je pense que c'est en grande partie à l'extérieur du Canada. Là. Ben, à la fin de ma carrière, je veux dire, j'ai fait beaucoup de boxe aussi. J'ai fait de la boxe chinoise, du sanda, j'ai fait du kickboxing. En fait, tous les sports de ring, plus ou moins. Mais à un moment donné, est venu un temps où je voulais vraiment... Ma vraie passion, ça a toujours été le Muay Thai. Mais à un moment donné, tu plafonnes assez vite, surtout ici au Québec. Surtout que tu n'as pas le droit de... Il n'y a jamais eu de Muay Thai professionnel. Donc là, j'étais rendu à la décision que, de toute manière, peu importe, ça m'avait toujours intéressé d'aller en Thaïlande puis vraiment expérimenter the real thing, tu sais. Je suis allé là la première fois, j'avais 19 ans, puis là, après ça, je suis allé là comme 6-7 mois. Firas était là aussi pendant un mois, pendant ce temps-là. Firas t'a suivi? Non, moi, en fait, c'est Firas qui est arrivé en premier, donc là, théoriquement, c'est moi qui l'a suivi. Il était là déjà depuis un mois. Après ça, moi, je suis allé rejoindre lui et Peter. Je sais pas, Peter, le fou. Peter, c'est son fou, ouais. Ben, c'est un de mes premiers entraîneurs, donc c'est comme un peu mon père là-dedans. Fait que, c'est un caractère spécial, mais c'est une bonne personne. Et puis, là, je suis resté là 6-7 mois. Je suis revenu, après ça, j'ai commencé mes études, j'ai terminé mon bac, puis après ça, j'ai commencé ma maîtrise en plus, puis là, je me suis rendu compte... T'es étudiant en quoi? En sociologie, puis après ça, j'ai commencé un diplôme de cycle supérieur en urbanisme, où est-ce que j'avais étudié le rôle du sport dans le développement des communautés, tout ça. J'ai quand même, ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'était vrai, parce que j'avais une bonne carrière académique aussi quand même. J'ai terminé des études en France, à la Sorbonne, tout ça, donc, tu sais, ça allait bien à l'école, mais je me rendais compte que la seule affaire que j'avais en tête, c'était de me battre. Fait que là, comme à 23 ans, je pense que c'est après mon bac, puis j'ai fait 1 ou 2 sessions en cycle supérieur, puis là, je me suis dit, je devenais fou, puis the itch was there, tu sais, comme je sentais que j'avais quelque chose que je faisais pas, que je voulais faire absolument, puis comme... Je ne voulais absolument pas être la personne là, qui se retrouve à 40 ans, 50 ans, qui soit au bout du diplôme, que la job
qui paraît bien sur le CV, tout ça, mais qui regrette toujours d'avoir fait ce qu'il avait toujours fait, ce qu'il avait toujours voulu faire. Fait que je me suis dit, laisse tomber. Au grand désespoir de mes parents, je suis parti en Thaïlande, puis j'ai habité là à partir de 25 ans. J'ai resté 5 ans là-bas presque, tu vois. Donc de 25 à 31 ans, j'habitais pas là en permanence, mais j'allais là 6-7 mois. Je boxais, je faisais le plus que je pouvais. Là-bas, c'est des combats tous les mois, tu sais. Puis après ça, à un moment donné, c'était dur, vraiment subvenir à ses besoins là-bas, juste en boxant. Puis j'avais acheté aussi des petites motos pour louer, pour essayer à louer pour les touristes, tu sais, pour essayer de Tu t'es parti d'une compagnie de... Petite, ouais, mais c'était pas... Mais même ça m'aidait, tu sais, à faire l'argent rouler un peu, tu sais. Mais après ça, à un moment donné, il arrivait un temps où est-ce que j'avais plus d'argent. Mais fait que pendant 5-6 ans, j'ai pas vécu d'hiver, tu sais. J'allais là probablement de octobre à mai, juin. Puis là, je rentrais ici à Montréal. Je travaillais comme un fou pendant 3 mois. Je me ramassais un gros pile d'argent. Puis je faisais tout en maçonnerie. Je travaillais en maçonnerie longtemps. J'ai beaucoup de personnes... En tout cas, j'étais chanceux. Beaucoup de personnes m'ont aidé quand même. J'arrivais toujours à me trouver des emplois facilement. Puis après ça, je rushais fort pour 3-4 mois. Après ça, je retournais en Thaïlande pour reboxer. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'il était temps que je passe à autre chose, là. Ouais. C'est à quel âge que tu as pris ta retraite? 31 ans. 31 ans. Puis c'est à quel âge que tu as commencé, toi? 16-17 ans, je pense. Y avait-tu une raison pourquoi tu as décidé de commencer le Muay Thai? Ben, c'est comme le Muay Thai, parce que j'ai toujours, puis j'étais comme un petit batailleur. Tu sais, l'histoire cliché là, des boxeurs, là, tu sais, comme j'étais toujours un petit batailleur. Je me suis toujours battu, j'ai toujours cherché l'adrénaline, j'ai toujours fait des folies tout le temps. Ma mère, j'ai fait capoter une couple de fois, ça. Et puis moi, je voulais toujours boxer, je voulais toujours faire du judo, karaté, des trucs comme ça, tu sais, mais comme des trucs... Puis là, eux, ils m'envoyaient en natation, puis à faire du ski, parce que ils pensaient que ça allait me calmer, ou ils pensaient que d'aller faire des trucs comme ça, des arts martiaux, ça allait juste m'empirer. Puis eux, c'est des intellectuels, ils ont vraiment pas... C'est quoi qu'ils faisaient, tes parents? Ils comprennent pas encore du tout que je me suis ramassé à faire de la boxe. Ma mère, c'était psychologue, mon père était professeur d'histoire de l'art à l'université, ouais. Fait que je suis vraiment mon frère, puis tout le monde fume, j'ai grandi j'ai vraiment pas une famille de sportifs du tout, tu sais, c'est vraiment bizarre. Le mouton noir, un peu. Un peu, ouais, on pourrait dire ça, mais... Ils ont-tu quand même accepté, là, qu'est-ce que tu fais? À reculons un peu. Ma mère, pas encore. Tu sais, ma mère n'a jamais vu aucun de mes combats, même sur vidéo, rien. Oh, wow, ok. Même, ouais. Mon père qui, tu sais, comme un intellectuel, il faisait semblant qu'il comprenait pas ça, mais il est venu voir tous mes combats à Montréal. Puis mes amis me le disaient quand ils regardaient les combats, il était dedans, puis il disait, ah ouais, vas-y, tu sais. Ok. Mais, puis il est très fier de moi aussi. Je sais qu'ils sont fiers de moi malgré le sport que j'ai choisi de faire, tu sais. Et puis de voir où est-ce que je suis rendu maintenant, ils sont contents aussi, c'est sûr, tu sais. Mais je te dis ils se sont inquiétés beaucoup pour moi, ça, c'est sûr. Comme n'importe quel parent, j'imagine que les enfants font des sports de contact assez durs comme ça, tu sais. Fait que, mais c'est vrai. Comme moi, si ma fille commence le MMA, là, je vais pas être content, non. Non, mais c'est ça, en tant que parent, c'est ça. Ouais. Tu veux pas t'imaginer ton enfant qui se met volontairement dans une situation, il risque de se faire... casser la gueule. Ouais, c'est quand même... Fait que t'as commencé à 17 ans au Tristar, avec Ferras. Non, c'est avec... Non, moi j'ai commencé au début, même Ferras c'était même... Moi j'étais arrivé, Ferras il était pas là. Coach. Okay, ouais. Non, il n'est pas coach du tout. Il était même pas là. Je l'ai vu arriver Ferras après. Moi, ça fait un des plus vieux là-bas. Tu sais, ça fait comme une vingtaine d'années que je suis là. C'est mon seul gym. Je vais jamais aller dans aucun autre gym à Montréal. C'est-tu Peter d'abord qui... Non, moi, mon premier coach, c'était Conrad Plat. Ah, c'est Conrad? Ouais. Okay. Fait que là, c'est lui qui m'a parti vraiment. Puis c'est encore mon coach là. Je tape encore les pads avec lui 3 fois semaine. Ah, wow. Ah ouais, on fait full circle, tu sais. Comme après toutes ces années-là, je suis revenu à lui, je suis content. C'est un peu mon... je peux considérer un peu comme... mon mentor, là, tu sais, n'importe quel problème que j'ai dans la vie, tout ça, je vais toujours le voir, il y a vraiment un excellent jugement, il est très intelligent, il m'a jamais déçu par... Tous ces conseils qu'il m'a donnés, c'était toujours pinpoint accurate, là, tu sais, comprends? Par rapport à tout, là, pas juste la boxe non plus, je suis très content de l'avoir, très reconnaissant de l'avoir rencontré. Puis après ça, je vais toujours me souvenir, j'ai commencé avec lui, j'ai fait 3-4 combats de kickboxing full contact, tu sais, comme le traditionnel, là, avec comme le Jean-Yves Thériault, tout ça, parce que c'est tout ce qu'il y avait dans le temps. Puis après ça, un jour, il m'arrive, puis il me dit, là, je t'avertis, il y a un de mes coachs qui arrive. Mon ancien coach, il arrive, là, puis il est complètement fou.
Puis moi, j'étais comme un petit bum un peu, là, tu sais, puis j'en connaissais des personnes qui sont, entre guillemets, un peu fous. Fait que j'étais pas trop impressionné. J'étais comme, t'inquiète, je connais ça, là, c'est pas grave, ça m'impressionne, puis ça m'impressionne pas, le monde fou, là. Fait que là, quand il est arrivé pour vrai, puis j'ai vraiment rencontré, j'en reviens pas encore après 20 ans. Même à ce jour, il m'impressionne, il m'étonne encore. Qui ça? Peter. Ah, c'était Peter. Ouais, Peter, c'était Peter, parce que Peter, c'était le coach de Conrad avant. Ouais, puis là, Peter, il était parti à un moment donné parce que quelqu'un le cherchait, fait qu'il est parti pendant 2-3 ans. Des histoires. On en a des histoires sur Peter, là, c'est assez... mais c'est tout un Quelqu'un personnage. le cherchait au Québec ou... Ouais, je pense bien, ouais. Puis là, il a c'est disparu, puis là, il est revenu, puis là, dès que lui est arrivé, il a vu, tu sais, puis moi, j'étais au gym tous les jours, je séchais mes cours au cégep, tout ce que je voulais faire, c'était boxer. Okay. Fait qu'il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a aidé, il m'a tenu les pattes tous les jours, il m'a vraiment poussé, puis éventuellement, on s'est rendu ensemble jusqu'en Thaïlande, à 19 ans. Ça faisait 2 ans que que je faisais des combats. Puis ça m'a marqué, ça m'a changé. C'est vraiment un avant et après dans ma vie. Là. Ouais. Et puis, c'est pas mal, c'est ça. Non, mais mon premier coach, c'était Conrad. OK. Puis là, on va revenir... Qu'est-ce qui s'est passé en Thaïlande, là? J'ai pas réussi à trouver ta fiche sur Internet. Sais-tu combien de combats t'as fait? En Thaïlande, j'ai m'en ai parce que c'était un moment donné, moi je suis pas un gars de chiffres, ça me dérange pas. Moi, tout ce que je voulais c'était boxer, tu sais. Puis c'est comme un moment donné, t'arrives, j'ai déjà boxé. Puis en Thaïlande, c'est genre à chaque 2 semaines. Ah ouais, moi ça m'est déjà arrivé de boxer 2-3 fois à 1 semaine et demie d'intervalle. Tu sais, quand t'es pas blessé, tu knocks le gars, t'es comme ok, let's go, encore une autre. Puis comme je te dis, moi je suis pas trop un gars à numéro là, qui s'appelle, qui note tout ça. Donc, mais j'avais déjà fait plus ou moins là, puis au cours des années aussi, c'est quand même une longue période de temps. Là. Mon premier combat en Thaïlande, je l'ai fait, j'avais 19 ans. Et puis là, je me souviens, ce voyage-là, j'avais fait 4 combats en comme 5-6 mois d'entraînement. Puis j'avais perdu 2, gagné 2. Puis après ça, je pense, mais c'était une fiche qui ressemblait à quelque chose à comme... je pense que c'était comme 39 et 7 ou quelque chose comme ça, en Thaïlande seulement. Donc, tu sais, presque une cinquantaine de combats à peu près. Là. Un peu moins que 50, j'avais calculé. Un peu moins de 50. Puis ici, à Montréal, amateur, j'ai fait un combat professionnel à Montréal. De boxe? Non, c'était Stéphane Botry qui avait commencé sa ligue, là, Basic Striking Instinct, je pense. C'était pas genre du... C'était comme du combat, juste debout, mais avec des gants de MMA. Ouais. Puis là... Tout le gars là, moi j'avais fait mon combat, c'était mon combat de retour en fait, juste après quand je venais de compléter mon bac. Firas m'avait envoyé un texte, je me souviens, je travaillais au jour de l'an pour un gros rave, quoi que ce soit, puis là j'étais en train de placer le monde, puis là il m'envoie un texte, il dit parce que pendant tout le temps que je faisais mon bac, je m'entraînais quand même toujours parce que j'en avais besoin, là, tu sais, comme moi aussi, quand on est habitué de s'entraîner, si on s'entraîne pas, on se sent, je me sens vraiment comme pas moi-même, là, je me sens sale, tu sais, fait que j'étais toujours en forme, toujours au gym quand même, mais j'avais vraiment décidé de me concentrer sur mon bac, puis vraiment scorer des bonnes notes, tout ça, fait que quand j'ai terminé mon bac, là, il m'a envoyé c'est Firas qui m'a envoyé un texte, puis il m'a dit j'ai un combat pour toi, juste debout, c'est Stéphane Patry, il m'avait donné une bonne bourse quand même. Puis moi, j'ai jamais eu aucun problème avec lui, là. Avec Stéphane? Il m'a payé direct. Je pense que au fond, il était obligé de payer ses athlètes, là. Mais je pense que le problème qu'il y a, c'est vraiment les billets, tu sais, si les athlètes vendent les billets, c'est le pourcentage que c'était plus long, là. Mais c'était avec Instinct, ça? Ouais, je pense que en tout cas, il avait commencé, je me souviens plus exactement c'est quoi le nom. Controverse. Là, exactement, c'est ça. Toute la carte s'était bien passée, jusqu'à la finale, parce que comme vous le savez tous, là, au Québec, là, il y a pas de réglementation il y a 3 réglementations pour les sports professionnels de combat, c'est la boxe mixte, qui est le MMA, ou le kickboxing. Mais le kickboxing, c'est les règles des années 90 avec les 8 coups de pied au-dessus de la ceinture. Les shin pads, les rondes de 2 minutes. C'est dépassé complètement, là, et puis personne ne fait ça, mais on a eu de la misère à s'adapter ici, on dirait. Puis, mais finalement, lui, il avait trouvé une espèce de petit court-circuiter un peu le phénomène. Fait qu'il avait demandé une licence de boxe mixte. Puis après ça, puis là, en backstage, là, comme derrière, là, ils nous avaient tous signé une entente, tu sais, qu'on allait garder le combat debout parce que lui, il voulait faire que des combats debout. Tout le monde a respecté cette entente-là jusqu'à la finale, que c'était Steve Bossé contre un Anglais, là, quoi que ce soit. Puis là, l'Anglais, genre, la première chose qu'il a fait, c'est un double leg. C'était le Titan. C'est ça, exactement. Titans Fighting, c'est ça. Je pense même son adversaire, son surnom, c'était le Titan ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas,
Le nom de sa promotion, je ne m'en souviens plus exactement. Je pense que c'était Instinct ou peut-être Titans Fighting, je ne sais plus trop ça. Ouais. Mais le gars est arrivé à la finale, puis boum, il a fait un double leg parce que je sais pas pourquoi. Et puis là, Je m'en puis là, lui, souviens de puis là, ça lui, aussi. l'arbitre, c'était Yves Lavigne, je pense. Puis parce que c'était officiellement un combat de boxe mixte. Fait que tu avais le droit d'amener les gars par terre, mais l'audience ne le savait pas. L'audience avait été vendue à un show de stand-up, tu sais. Puis en plus Bossé. Steve Bossé, c'était la tête d'affiche qui avait probablement vendu une tonne de billets. Fait que là, tout le monde a capoté, lancé des chaises, des dates, émeutes, il y comme avait on eu fait à une Montréal. émeute. Ah, carrément. Ouais. Fait que là, c'était le premier et le dernier show, malheureusement. Moi, j'avais eu cette opportunité-là, j'aurais pu faire carrière au Québec, t'imagines? Ah ouais. Ça m'a fait plaisir. C'est la seule fois que j'ai boxé devant mes amis, tu sais, professionnellement. Ah, wow. J'avais boxé contre vraiment un bon jeune, là, Joe Tipping, là, qui est quand même une grosse tête d'affiche au... T'avais gagné ce combat-là? Ouais, j'avais gagné. Ouais. T'inquiète que j'étais nerveux. Parce que ça faisait 3 ans que je faisais juste lire des livres puis prendre des notes. Ouais. Puis lui, il arrivait des combats championnat amateur à Bangkok. Il a gagné la médaille d'argent. Jeune, 19 ans. Moi, j'avais 23, 24 ans. J'avais pas boxé depuis... J'avais rien fait depuis 3 ans. Mais j'avais vraiment un bon coin derrière moi, un gros entraînement. Puis bon, ça s'est très bien passé. Vraiment, là, j'ai gagné sans aucun doute. Là. Ah, Chris, je m'en souvenais pas que tu t'étais battu dans cette ligue-là. Ouais. Crime, le nom, c'était pas Elite XC ou quelque chose de même? Je pense que c'est Instinct, mais honnêtement, je me souviens plus trop. Ok. Là. Bon, en tout cas, quelqu'un va nous le dire dans les commentaires. Là. Ouais. Puis là, toi, c'est ça, je vais encore revenir en Thaïlande. Là. Tu m'avais dit à un moment donné que tu faisais des combats en Thaïlande, puis vous faisiez des paris, des paris sportifs en Thaïlande. Mm-hmm. Puis je pense que tes coachs te disaient, dude, j'ai parié sur toi le 2e round. T'es-tu capable de... Non, ce qui est arrivé, je me souviens, ça c'était à mon combat du Lumpini. Là. Mon premier combat Lumpini, ça c'était vraiment c'était un rêve réalisé. Je me souviens aussi la première fois que je suis allé au Lumpini, c'était avec Peter. T'étais pas le premier combattant québécois? Ouais, j'étais le premier combattant québécois. Non, il y en a eu plusieurs par la suite qui l'ont fait aussi, tu sais. Mais en tout cas. Mais je suis arrivé là, mon entraîneur, parce que ça parie beaucoup là-bas, tu sais. Les paris, c'est absolument incroyable, mais ça donne beaucoup de. C'est ce qui fait vivre la boxe thaï aussi, tu sais, là-bas. Il m'avait dit, premier round, là, juste fais pas rien tranquille, reste tranquille, là, je veux prendre des parieurs, tu sais, parce que comment ça marche là-bas, les paris, c'est vraiment, je parie, c'est 1 contre 1, tu sais, comme tu cherches quelqu'un qui veut parier contre disons, toi tu veux le coin bleu, tu cherches quelqu'un qui parie pour le coin rouge, puis c'est un deal que tu fais juste entre toi et l'autre, tu sais, en particulier. Il n'y a pas de maison ni rien, là, tu comprends? Puis vous décidez tous les deux, après ça, à mesure que les rondes avancent, les odds, comment on peut dire ça en français? Les odds diffèrent, tu sais, ouais, exactement, tu sais, comme si le premier round commence dur. Pour ça aussi, en Thaïlande, si vous connaissez bien la boxe thaï, tu sais, les 2 premiers rounds sont vraiment tranquilles. Parce que personne veut donner trop de son jeu, tu sais, pour garder les paris plus ou moins corrects, tu sais, pour qu'après ça monte, tu sais, comme... Fait que c'est ça, fait que là, mon entraîneur m'avait dit, le premier round, là, dégaine pas trop, tu sais, décoche pas trop, laisse-le s'énerver, parce que mon coach était convaincu que j'allais gagner, tu sais, fait que lui, il voulait juste prendre quelqu'un d'autre qui allait parier, qui allait prendre pour le coin bleu, parce que moi, j'étais dans le coin rouge, tu sais. Mais là, finalement, fait qu'il me dit, tu sais, comme, joue juste fais ça relax premier round. Le premier round, j'en donne pas trop, juste assez, tu sais, pour pas trop. Mais après ça, il vient me voir entre les 2 rounds, il me dit, OK, now you work, OK, no betting. Personne ne voulait parier contre moi. Fait que ça ouais, pour de vrai? Fait que j'ai knocké au 2e. Ça, c'était Peter encore? Non, ça c'était mon... Non, ça Peter, je suis allé une fois en Thaïlande avec lui, c'est mon premier voyage quand j'avais 17 ans, 18 ans. Ouais. Ça, c'était ça c'était mon dernier coach, en fait, dans ma carrière de boxeur, là, parce que je suis resté 5 ans au même camp, il s'appelle Num Noi. Okay. Là, maintenant, il y a un gros camp, il y a beaucoup de champions, il a formé, c'était vraiment un excellent coach. Mais c'est lui qui s'occupait de moi à cette époque-là. Ça, c'était quand j'étais plus vieux, comme à la fin, pas à la fin de ma carrière, mais vers la fin de ma carrière, là, parce que j'étais vraiment implanté en Thaïlande, puis je boxais beaucoup en Thaïlande. Donc c'était lui mon boss un peu, là. OK. Ouais. Puis c'est quoi, il était dans ton coin? Il était dans mon coin, puis là, pendant le premier round, il a essayé de trouver quelqu'un qui voulait parier contre moi, mais il n'a pas trouvé personne, fait que... c'est quoi, il allait dans les estrades, puis il disait « Ouais, continue, esti Philippe! » Non, c'est que c'est comme... C'est tellement une institution, le pari, là-bas, c'est comme t'as des signes de main, genre, tu comprends? C'est comme... il y a des signes de main qui se font, puis qui cherchent, genre, moi, si je fais ça, c'est le coin... Moi, je veux prendre le coin rouge... Pour genre ça, le point, c'est le coin rouge. Honnêtement, là, vraiment, là, ça, j'ai aucune idée. Là. J'ai jamais payé de ma vie, je suis trop pas un gambler. Fait que je peux pas vraiment te dire c'est quoi les signes exacts, mais c'est vraiment comme ça. Tu les vois, tu peux aller regarder même
dans les vidéos de Muay Thai, quoi que ce soit, tu vois les parieurs, et puis c'est vraiment des clics de parieurs, là. Ils font des signes, puis ils cherchent qui est un preneur, tu sais, qui va parier comme moi maintenant, à quel odds aussi, tu sais. Fait que là, il a essayé de trouver quelqu'un qui voulait parier comme moi, il n'a pas réussi à trouver personne, fait qu'il m'a dit, après, entre le premier puis le deuxième, il m'a dit, vas-y, travaille là, parce que personne ne veut parier contre toi. Puis, t'as-tu déjà vu des combats organisés? Dans le sens que quelqu'un faisait exprès de perdre, justement. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. Puis ça, c'est vraiment la pire des affaires qu'un boxeur peut faire. Puis ils sont expulsés. C'est ça, ils sont expulsés. Ouais, carrément. Mais il y a tellement de gamiques là-bas. Là. Il y en a qui se font... Il y a plein de cas de boxeurs qui se font empoisonner avant le combat. Ouais. Tu vas voir ça, c'est fréquent. Empoisonné, toi, carrément. Tu t'es déjà fait empoisonner? Non, moi, il m'est jamais rien arrivé de ce genre-là. OK. Parce que les paris, c'est super. Et puis souvent aussi, il y a des disons, mon camp, moi, je vais bêter, par exemple, je vais amener là, 10 000 $. Je mets 10 000 $ sur le coin rouge, le coin bleu amène un autre 10 000 $, puis le gagnant ramène le pactole, tu comprends? Ça fait des combats vraiment très, 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 très intenses. T'sais. C'est beaucoup d'argent en plus pour là-bas. Ouais. Il y en a des, on t'appelle ça un done pan, c'est 1 million de bahts des fois. Là. 1 million de bahts, ça donne 33 000 $, je pense. Ça. Ouais, fait que, tu sais, ça fait une grosse différence. Puis les petits jeunes, puis les boxeurs aussi, ils ont de la pression de fou, là, tu sais. Il faut qu'ils... Quand il a mis une grosse montagne d'argent sur toi, là, t'es mieux gagné. J'en ai vu des boxeurs rentrer dans le coin, là, après avoir perdu, là, se faire claquer par l'entraîneur, là. Qu'est-ce que tu fais là? Il niaise pas là. Ouais, il niaise pas là-bas. Ah, wow. Ouais. Puis j'imagine que t'en as vu des vertes puis des pommures là-bas. Là. T'as-tu... des histoires, j'en ai... Ouais, t'en as-tu... C'est quoi l'affaire la plus farfelue que t'as vue là-bas? La plus farfelue? Ouais. Si tu veux, là, tu peux réfléchir puis je te reposerai la question plus tard. Là. Mais, ouais, moi, ça m'a toujours fasciné, la Thaïlande pour ça, là. C'est parce que, tu sais, c'est pas comme ici que, genre... non, t'inquiète, il n'y a pas aucune régie. Moi, des pesées, là, des pesées, ça m'est arrivé... c'est juste dans les gros combats que j'ai fait. Dans les gros combats, là, tu fais la pesée, mais autrement, là, il n'y a pas de pesée, là. Il n'y a aucune pesée. Les bandages, tu devrais voir les bandages. Les bandages, là, c'est du tape, là, mis par-dessus tes jointures, là, comme poids américain, carrément, là. Personne ne régule ça. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de régie qui check tes bandages, il n'y a pas de régie qui... Ah, c'est vraiment, là... Puis tu peux boxer tous les jours, si tu veux, là. Il y a des galas de boxe thaï tous les jours, puis... Tu gagnais-tu un petit peu d'argent, toi, quand tu te battais? Ben, un petit peu. J'en ai... Mais la plus grosse bourse que j'ai fait, je pense, c'est l'équivalent de 1 500 $, tu sais. Okay. Mais c'est quand même... Pas mal. C'est pas mal, mais t'étais quand même reconnu, là. J'étais reconnu, je veux dire. J'étais pas reconnu en Thaïlande, mais par exemple, à Phuket, où est-ce que je suis vraiment... je suis resté, c'est là que mon camp était. Mon camp était à Phuket. Le camp où je suis resté 5 ans était à Phuket. C'est le Sing Patong, c'est la ville de Patong, mais c'est en haut de la montagne. Puis Patong, c'est une ville de fête, là, où est-ce qu'il y a toutes les... la prostitution, les discos, le tourisme sexuel, tout ça, là, c'est comme full effect over there, tu sais. Fait que quand t'es là-bas, faut que tu sois discipliné aussi. J'en ai vu plein aussi des petits arriver, puis ouais, je vais m'entraîner. 2 jours plus tard, ils sont entrés dans les discos tous les jours, puis ils font la fête, tout ça. Ouais. Faut que tu sois bien focus. Et puis, est-ce que j'en ai rendu? Pourquoi j'ai dit ça? Mais, les trucs farfelus, il y en a tellement. Il y a tellement de trucs qui sont passés là-bas, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec ces deux réalités complètement différentes. Tu t'es-tu déjà battu contre un gars vraiment, vraiment plus gros que toi? Ah ouais, plein de fois. Tout le temps. Ouais? Même, parce que c'était rare les petits blancs qui arrivent comme moi, tu sais, qui plus ou moins là... Parce que moi, j'étais vraiment là, dans le poids où est-ce que c'est dans les plus compétitifs, là, tu sais, comme le 125, 130, tu sais. Ils sont faits plus petits aussi, les Thaïlandais, là? Non, mais ça, c'est une rumeur. Une rumeur, un préjugé. Moi, j'ai vu des... Non, mais les tailles, là, il y a vraiment de toutes les tailles différentes, là. C'est vraiment... Il y en a de tout. Il y en a qui ressemblent à des Japonais, comme il y en a qui ressemblent à des Noirs. Il y a vraiment... C'est comme les Caraïbes un peu de l'Asie, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là? Il y a vraiment de tout, de toutes les ranges. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de petits que de grands, mais il y a quand même... C'est pas la minorité, les grands. Mais le poids le plus compétitif, là, c'est comme, par exemple, entre 120 puis 132 livres, à peu près. Okay. Puis souvent, je me suis battu contre des plus gros, tu sais.
Il était content de voir un petit blanc arriver finalement parce que normalement, c'est toujours c'est le contraire, tu sais. Puis les Thaïs, eux, ils ont jamais peur de rien. Ils vont prendre n'importe quel challenge qui sort. Fait que j'en ai vu des... Puis ils gagnaient souvent aussi contre les gros blancs là, qui arrivaient puis ils donnaient tout ce qu'il y avait dans le premier, deuxième round. Puis après ça, le Thaï, il jouait, il roulait avec les coups. Puis après ça, 3, 4, 5, il s'amusait, tu sais, parce que l'autre, il était complètement exténué dans les premiers, dans le premier puis le deuxième round. OK. Puis... Mais en fait, ouais, je me souviens pourquoi je disais ça. Ouais. À Phuket, je t'ai connu un peu. OK, ouais, c'est ça. À Phuket, je t'ai connu un peu parce que je faisais toujours des gros combats, tu sais. Puis moi, j'étais vraiment un gars, tu sais, moi, j'étais toujours de l'avant. Je donnais toujours des combats super excitants, tu vois. Fait qu'à Phuket, j'avais une petite réputation, mais tu sortais de là, je n'ai pas, je suis personne. Là. Le bassin de boxeurs là, est tellement incroyable. Puis même à ce jour-ci, je les regarde boxer, puis je suis encore impressionné. J'en reviens pas comment ils sont bons, les gars. Même là encore, je pourrais regarder un Thaï faire des pads, là, puis je pourrais juste le regarder, m'asseoir, le regarder, puis être encore surpris de l'habilité, des skills, du cardio, de tout. Là. Pour moi, il y a vraiment... C'est qui ton combattant préféré en Muay Thai? En même temps, mon combattant préféré, il y en a beaucoup, mais un de ceux que je me souviens depuis le début, là, que ça fait longtemps que je fais du Muay Thai aussi, là, mais que depuis le début, je regarde, puis qui boxe encore maintenant. Là. Pour juste te dire que ça fait 20 ans que je boxe, puis il boxe encore à grand niveau quand même, c'est Nong Ho. Ouais. Il a fait un gros combat juste récemment au One Championship maintenant. Il se bat au One Championship maintenant? Yeah. Ah, c'est cool ça, par exemple. Yeah. C'est bien qu'est-ce qu'ils font au One, je trouve. Je connais pas exactement mais la réputation de ce que j'entends dire, ça a l'air vraiment d'une fédération qui s'occupe bien de leurs boxeurs, qui ont des mesures aussi par rapport à la coupe de poids, qui sont vraiment comme innovantes quand même, puis qui font beaucoup de sens à mon avis. Là. Ouais, moi j'avais, tu sais, on les avait contactés là, pour que je puisse aller me battre là-bas. Puis là-bas, ils font un check-up. Si tu as des antécédents judiciaires, tu sais. Okay. Puis moi, je pense qu'ils n'ont pas fait le check-up, ils ont juste vu mon surnom, Canadien Gangster, puis ils ont dit « Nope, pas intéressé! » Ah ouais, c'est dommage parce que... Mais c'est une belle petite ligue, mais je trouvais ça mais quand même ça prend beaucoup d'ampleur maintenant, là, c'est plus rendu une petite ligue, là, ça commence à devenir gros, puis ce qui est bien, c'est qu'ils mettent tout ensemble, ils font du kickboxing, des arts martiaux, du Muay Thai. Puis ils font, je pense que leur show de kickboxing de Muay Thai, c'est comme un petit peu l'affaire que tu as faite avec Patry, donc des petits gants, puis dans une cage, tu sais. Je pourrais pas t'affirmer là, mais je pense que j'ai vu les deux. Je pense que des fois il y a du Muay Thai dans une cage avec les petits gants, des fois il y a du Muay Thai, je pense, avec juste des gants de boxe normales dans un ring. J'ai vu les deux, je pense, au One Championship, mais je peux pas t'affirmer ça. Ouais, non, mais tu as sûrement raison aussi. Mais ouais, c'est ça. Fait que toi, tu as pris ta retraite dernièrement. Puis après, ton après-carrière, c'est quoi? À quoi ça ressemble? Moi, mon après-carrière, en fait, je suis toujours impliqué dans le milieu de la boxe. Je suis tellement content. Tous les jours, je m'habille avec mon tracksuit, je vais au gym que je suis depuis 20 ans. J'enseigne, j'entraîne des gens. En fait, je donne des cours. J'ai quelqu'un qui m'a fait réaliser que je donnais des cours au TriStar depuis 2002, t'imagines? Fait que ça fait longtemps que je donne des cours. J'ai toujours eu ça comme side job un peu. Mais avant, c'était une side job. Là. Maintenant, c'est ma job, tu sais. Et puis, je me suis aussi... parce que je suis quelqu'un qui va pas... Je suis pas là pour le statu quo, tu sais. Moi, je suis un gars... J'aime ça, toujours être actif, faire des choses. Fait que là, je me suis embarqué aussi comme... Je pense que je suis revenu à Montréal à 5 ans. Comme 6 mois après, j'avais fait mon premier show déjà. J'ai organisé des promotions. OK, fait que t'es devenu promoteur. Ouais, exactement. C'est quoi le nom de ta ligue? Là, le nom de ma compagnie maintenant, c'est Silvertooth Promotion. Okay. Vous pouvez aller regarder ça sur Instagram, page Facebook. Ça commence vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Parce que pendant 2 ans, on n'a pas... Comme je te dis, moi, j'ai commencé avec des shows de Muay Thai quand je suis revenu de Thaïlande il y a 5 ans de ça. Là, j'alignais les shows, je faisais comme peut-être 3-4 shows par année. Je pense que j'ai fait avec... Puis là, à ce moment-là, j'avais pas de compagnie, j'avais rien. Je faisais ça juste comme, Comme à la bonne banquette à Thaïlande. Ouais, exactement. Tu sais, vraiment tout un peu. Puis tu sais, je suis un peu désorganisé un peu par rapport à ça. Comme je te disais tout à l'heure, je suis pas vraiment un gars de numéro, tout ça. Moi, je suis un gars de passion, en fait. C'est vraiment ça. Je veux juste faire des shows,
pas de cash, pas de facture, pas rien, désorganisé, tu comprends? Mais mes shows étaient bien organisés. Mais je veux dire, tout le côté administratif un peu, là, Ouais. ça c'était pas trop mon fort. T'étais-tu tout seul à avoir parti Tout ça? seul, toujours tout seul. Ah, Moi, partnership, tout ça, je suis pas trop un gars. Comme je suis pas pour rien, je fais de la boxe aussi. Là. Je me suis rendu compte à un moment donné, j'avais que faire des sports individuels dans ma vie. Fait que même à l'université, les travaux d'équipe, je le faisais tout seul. Je préférais faire le double du travail que de m'arranger d'être avec quelqu'un qui allait me décevoir, tu sais. Fait que non, je fais ça tout seul. Hein. Mais là, maintenant, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Puis je veux vraiment, comme je te disais, je suis pas là pour le statu quo. Je veux devenir plus gros, toujours. Là, maintenant, je commence à choisir. Je commence à avoir une équipe qui est solide autour de moi, tu sais. Comme par exemple pour les médias sociaux, tout ça, c'est quelque chose qui me tente un peu moi-même personnellement, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça, mais je sais que c'est absolument essentiel pour réussir à cette époque-ci. Ouais, tu sais. maintenant, Là, j'ai choisi quelqu'un, il y a quelqu'un, Alexandra Malka, quelqu'un que j'entraînais, puis maintenant qui est à mes côtés encore, qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. Là, maintenant, mais je prends vraiment mon temps pour décider avec qui je choisis de travailler, parce que je me suis rendu compte la plupart du temps que les gens, the average is below average. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je préfère garder le contrôle. Mais éventuellement, c'est sûr qu'il va falloir que, si je veux grandir, il va falloir que mais c'est juste une question de bien choisir ses membres. C'est tout. Puis toi, là, qu'est-ce qui est vraiment spécial, c'est que tu fais encore pas mal de shows, même maintenant, même si probablement 90% des ligues n'ont pas le droit de faire des shows, je veux dire, depuis quelques années. Le BJJ est interdit, le Muay Thai est interdit. Comment tu fais pour faire des shows? Mais là, c'est ce qui est arrivé. Là, maintenant, ce qui est arrivé, comme je te disais, quand moi je suis revenu de Thaïlande, j'ai aligné les shows. Là, je fais des shows de Muay Thai. On avait une ligue, une fédération très crédible qui était un organisme à but non lucratif qui avait été accepté qui avait son numéro d'entreprise, en fait, qui existait depuis 2003. Okay. Il avait sanctionné des centaines de shows par le passé. Très bien structuré, bien organisé. Mais on était encore considérés comme des combats concertés. C'est l'article 83 du Code criminel qui Parce que toi, t'étais vraiment t'as vu tout ce qui s'est passé, pourquoi les moi, j'étais dans le milieu de toute cette espèce de tempête-là qui est arrivée. Qui a tout commencé par des promoteurs jaloux un de l'autre qui s'appelaient la police un après l'autre. Parce que jusqu'à temps que la prohibition s'installe, là, c'est comme ça que je l'appelle, là, tout se passait bien, c'était théoriquement illégal, mais c'était toléré par la police. Mais là, à un moment donné, il a commencé à avoir des promoteurs qui s'appelaient la police entre eux autres pour dire « Ah, ça, c'est illégal ». En fait, c'est tout le flou juridique qui a mené à cette situation-là. Si chaque fédération avait pu être clairement légale, plus personne n'aurait pu appeler la police pour dire « Ah, ça, c'est illégal, ça, c'est illégal ». Donc, on ne savait plus qu'est-ce qui était légal, qu'est-ce qui était illégal. Fait que là, la compétition, ils s'appellent la police entre eux autres. Mais c'est quoi, ils appelaient la police pour que la police aille voir son compétiteur parce que ça, c'était illégal. Puis là, quelqu'un pensait que c'était l'autre qui avait appelé la police. En tout cas, tu sais, des enfantillages. Une fois, c'est arrivé, mais je savais c'était qui. Puis là, j'ai appelé son associé. Puis non, il n'avait pas appelé la police en tant que tel. Il avait appelé ma salle de spectacle. OK. Pour dire, j'ai pas envie de nommer le nom parce que je suis pas le genre de gars qui fait des commérages, tout ça en public, tu sais, mais ils savent c'est qui. Puis tout le monde le sait c'est qui. Ils ont acheté. Ils ont appelé la salle de spectacle pour dire ce que Philippe fait, c'est illégal. Mais moi, je connais ma salle de spectacle, c'est le Bain Mathieu. Ouais, c'est en passant, je trouve tellement c'est une bonne idée de faire des shows là. C'est une super belle salle. Le propriétaire, René, il m'a toujours aidé. Même quand moi, je boxais dans le temps, parce que c'est le beau-père d'un de mes meilleurs amis. Okay. Puis ça fait déjà 10 ans qu'il me disait « Philippe, je veux que tu viennes faire des shows, Puis à chaque fois, je disais « j'ai pas le temps. Mais là, à un moment donné, quand il est venu que j'avais le temps, je l'ai fait. Puis tout s'est toujours bien passé. C'est quoi qui a répondu René quand il a reçu cette appel? Il m'a envoyé la lettre directe, tu sais. Puis c'était une lettre toute mal écrite, plein de fautes de frappe, plein de fautes de français. C'est une lettre, c'est même pas un appel. Il avait appelé, puis il avait envoyé une lettre. C'était-tu une lettre genre découpée avec des... Non. C'était signé tout ça. Je sais c'est qui, puis je savais que c'était l'associé de qui. Fait que moi, puis l'associé de la personne qui essaie de me backstabber, on pourrait dire. Ouais. Moi, je lui envoyais des fighters tout le temps dans ces gars-là. Moi, je suis pas un gars... Oh shit, ouais, okay. Ouais. Moi, je suis un gars moi, je veux juste que mes gars boxent. Moi, je suis pas un gars politique. Moi, je veux juste que mes gars s'améliorent, puis qu'après ça, là, il y a du gâteau pour tout le monde, là. Après ça, puis que le meilleur gagne, tu sais. Mais c'est ça qui est con. On dirait qu'ils voient ça comme une compétition, mais en réalité, c'est que... Ça fait juste promouvoir le sport, augmenter le sport, la visibilité du sport. Mais il y a du monde qui sont comme c'est moi ou personne. Mais c'est pas juste ça, c'est que, tu sais,
t'as pas 20 000 billets à vendre, là. Non. 2, au Pas Québec. encore. Ouais, c'est ça. Mais 2, au Québec, le Muay Thai, c'est pas vraiment populaire. Fait que Pas les encore. billets vendus, souvent, c'est les amis des combattants. Ben ouais, toujours, la plupart du temps. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, que tu fasses un show ou que tu fasses pas de show. tu sais, Non, c'est des enfantillages, c'est le... Tu sais, puis c'est tellement étonnant qu'on fait un sport qui est tellement, à mon avis, là, tu sais, les gens ils appellent la boxe violente, mais il y a tellement pas de coups. Tu sais, c'est un sport qui est, à mon avis, honnête, tu sais, il y a pas de... Il y a des règles très claires établies entre les deux adversaires, ils savent à quoi s'attendre. C'est un sport qui est fair, à mon avis. Puis après ça, c'est à l'extérieur, les gens qui sont c'est pas des boxeurs, là. C'est les gens qui ont fait ça, il y en a pas un qui a déjà boxé, là. Tu comprends, les anciens promoteurs, là. C'est l'ancienne génération et tout, là. Puis c'est d'avoir des coups vicieux là, en dessous de la ceinture comme ça qui sont faits dans un sport qui est, à mon avis, tellement honnête et fair, qui devrait l'être, en fait. Puis qui aide les jeunes, tu sais. Il y a souvent des Complètement. gens de la Non, rue qui... Puis je veux dire, ce que ça fait, puis pendant 2 ans, à cause de ces enfantillages-là, de ces coups en dessous de la ceinture qui ont été portés, là, la police cette année de répondre à des plaintes non-stop, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, ils ont juste dit, on arrête tout. Fait que là, puis là, ils ont appliqué la loi 83 à la lettre. OK. Puis tu penses-tu que ça va changer prochainement, ça? Ouais, normalement, moi, je suis allé à une réunion il y a 1 an, ça, puis c'est ça, OK, on avait tout ça à commencer à parler de tout ça, parce que qu'est-ce qui me permet de continuer à faire des shows maintenant, c'est que là, bon, il y a eu, comme je te dis, une période de prohibition qui est arrivée pendant 2 ans, il n'y avait rien, là. Muay Thai, même le kickboxing, qui est assez ironique, parce que il y avait une grande partie de ce problème-là qui venait des gens des hautes sphères du kickboxing amateur à Montréal, là, tu comprends? Tu donnes des indices, là. Des indices. Le reste, faites vos devoirs, là, mais je veux dire... Puis même eux, ils ont été sanctionnés, puis ils n'avaient plus le droit de faire d'événements. Ouais. Tu comprends? Ça avait vraiment retourné dans leur tête. En tout cas. Puis là, récemment, je pense, l'automne dernier ou le printemps dernier, il y a eu un décret qui a été fait par le gouvernement qui a légalisé le sport du kickboxing. Fait que là, le kickboxing est légal. Et puis là, moi, les événements que moi, je présente, c'est du K1, qui est un style de kickboxing. Okay. Donc là, moi j'ai le feu vert pour faire ça. C'est pour ça que je fais pas du Muay Thai pour l'instant. Je fais du K1. Ok, c'est comme ça que tu as réussi à passer à l'entour pour pas faire exactement du kickboxing, mais vu que K1 c'est considéré comme un style de kickboxing. Puis à la limite, on pourrait presque argumenter que le Muay Thai c'est un style de kickboxing, mais bon, les gens ont vraiment l'air de bugger sur les coups. En tout cas, je sais pas pourquoi. Puis tu peux-tu juste expliquer rapidement, ou pas rapidement, là, c'est toi qui décides, là, mais c'est quoi la différence entre le Muay Thai et le kickboxing et le K1? Ok, je vais commencer avec le kickboxing. Le kickboxing, c'est que les pieds et les mains. Puis après ça, le kickboxing qui est officiellement légal ici au niveau professionnel, c'est le kickboxing full contact qu'on appelle. Faux contact? Full contact, excuse-moi, full contact. Celui que Jean-Yves Thériault, par exemple, faisait. Tu vois? C'est pas de coup de pied dans les jambes, juste au-dessus de la ceinture. Okay. Puis au niveau professionnel, il faut porter des shin pads, des rondes de 2 minutes. En tout cas, c'est vraiment archaïque à mon avis. Il n'y a plus personne il y a personne qui pratique ça sur la planète, presque. Il n'y avait pas aussi une règle de 8 coups de pied? Ouais, exactement. 8 coups de pied. Par round, c'est ça? Par round. Moi, ça me dérange pas. Je m'en fous. Je donne plus de coups que 8 coups. Je veux que mes gars donnent plus que 8 coups de pied. Là. Si c'est un problème pour toi, c'est parce que tu vas faire de la boxe ou pas faire du kickboxing, tu sais. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait du monde genre qui faisait juste donner 8 coups de pied puis après il commençait à boxer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tout le monde va essayer de contourner les règles. De toute manière, c'est la nature humaine. Hein. Mais après ça, il y a le kickboxing qui est répandu à travers la planète presque. Là, il y a des low kicks aussi. OK. Puis après ça, il y a le K1. Le K1, c'est ce que je présente en ce moment parce que le K1, il y a des coups de pied aux jambes, mais partout sur le corps. Et puis, il y a du clinch limité. Ça veut dire que disons, tu t'accroches, tu peux lancer un genou, après ça, il faut que tu le laisses partir. Tu comprends? Okay, tu peux attraper un kick, par exemple, quelqu'un lance un kick, tu peux l'attraper. Tu as le droit de donner une frappe, puis après ça, il faut que tu le laisses partir. Okay. Tu comprends? Puis tu n'as pas le droit de faire de sweep non plus, par exemple, de donner un coup de pied sur la jambe d'appui pour qu'il tombe. Ah, wow, ok. Fait que si tu attrapes le kick, tu n'as pas le droit d'amener la personne au sol. Donc, tu peux pas faire un sweep, tu sais, de faire un croc en jambe, en fait. Puis après ça, le Muay Thai, c'est le sport le plus complet, à mon avis, au niveau des sports de frappe. Là. C'est pour ça que c'est ça que j'ai choisi de faire.
Il y a tout ce que j'ai nommé précédemment. En plus, il y a les coups de coude. En plus, il y a le clinch qui est c'est comme presque du judo avec des coups de pied, hein, tu comprends, là? À la limite, là, parce que les sweeps sont très importants. Si tu es capable de faire tomber quelqu'un à partir du clinch par terre, ça score des gros points, c'est beaucoup de points pour toi. Tu peux donner des coups de genoux et des coups de coude aussi avec le clinch. Puis tu peux garder le clinch. Tu peux garder le clinch jusqu'à tant que les gens travaillent, ils vont laisser aller le clinch. Mais si le clinch commence à devenir mort, là, tu sais, s'il n'y a rien qui se passe, là, ils se séparent et ils reprennent le combat à distance. OK. Yeah. Puis en Muay Thai, dans les rondes, il y a la musique qui joue. Ah oui, là. Et avant, le Muay Thai traditionnel, là, qui vient là, la pure forme de Muay Thai, là, c'est comme un art martial, vraiment, littéralement. Puis anyways, je pourrais en parler longtemps. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Mais en Thaïlande, par exemple, puis même ici à l'extérieur de Thaïlande, les gens qui sont vraiment très respectueux des traditions du Muay Thai, on fait une danse qui s'appelle le Wai Kru, qui paie hommage à tes ancêtres, à ton gym, à ta famille. Puis c'est comme une espèce de danse. Chaque gym, chaque boxeur a sa danse à lui. Comme chaque gym a sa danse. Après ça, chaque boxeur de ce gym a certaines dérives. Là, chacun a sa propre danse. Puis ils font ça avant les combats. Ça, cette danse-là, elle dure combien de temps? Ça dépend. Il y en a qui font ça dépend. Ça dépend vraiment... ça dépend de l'ampleur du combat aussi, ça dépend du boxeur, ça dépend du camp, ça dépend de plein de choses. Ouais. Moi, j'avais toujours aimé ça, cette danse-là. Bon, c'est sûr que quand il y a 12 combats, voire 12 danses, c'est long un peu. Mais je trouvais ça tellement intéressant que chaque danse était différente. Puis, tu sais, tout le monde mettait un petit peu leur propre épice. Ouais, exactement. Tu sais, qu'il y en avait qui lançaient des grenades à la fin de la danse. Il y en a un qui tire un arc. Il tire un arc. Il y en a qui, même un moment donné, ils se mettaient du maquillage. Ah ouais? C'est drôle, ça. Ouais. Puis, une autre question pour le Muay Thai. C'est quoi que ça représente, la musique? Pourquoi il y a de la musique pendant les combats? C'est pour donner le rythme du combat. OK. Tu comprends? Puis c'est comme... C'était-tu mal vu, ça, si tu suivais pas le rythme de la danse? Ou, la musique, plutôt? Non, mais par exemple, tu sais, comme tu vas voir, la musique, elle augmente le tempo à mesure que le combat avance, tu vois. Le premier round, c'est plus tranquille, puis souvent... quand il n'y a pas assez d'action, par exemple, la musique, le tempo augmente, là, parce que ça te met dans une espèce de transe, là, un peu, là, tu sais, c'est comme, t'entends la musique quand tu boxes, puis t'es comme, en tout cas, moi, je suis un gars, je suis pas trop un boxeur intellectuel, tu sais, je connais des boxeurs que, genre, des fighters, après leur combat, ils vont être capables de dire exactement, là, étape par étape, qu'est-ce qui s'est passé dans le combat. Moi, c'est comme état second un peu, tu sais, je pense pas, je me laisse aller, c'est tout, puis je finis le combat, des fois, je me souviens même plus que j'ai fait quasiment, tu sais. Mais c'est la musique, ça, elle t'aide beaucoup à rentrer dans cette espèce de second un peu, là, j'ai l'impression. Je trouve. Moi, j'entends la musique, là, à chaque fois que j'entends la musique, puis je sens l'auteur de l'huile taille, là, je retourne. Non, pas fou, mais tu sais, l'excitation. Le monde, non, mais salut. Tu sais, comme moi, comme un combattant, tu sais, quand t'as la veille de boxer, là, tu sais, t'as le shake, là, tu sais, tu sens là, ton cœur bat vite, là, l'adrénaline pompe, là, et tout, là, tu sais, t'as le sentiment du pré-combat, là, et à chaque fois que je sens l'huile taille, j'entends la musique, je reviens un peu là-dedans, tu sais. Ouais, non, t'as raison, puis on dirait que, tu sais, nos sens sont tous amplifiés, là, juste avant un combat. Parce que, tu sais, par exemple, moi, là, genre, dès que je sens comme du nouveau plastique, là, comme un gant, là, du vieux cuir, non? Du cuir, excuse-moi. Ouais. Si j'ai comme des flashbacks, j'ai des flashbacks de combat, tu sais. Puis même chose quand tu sais, le sol dans l'UFC, il est un petit peu sablonneux, là, quand je touche cette espèce de ce sol sablonneux, là, je suis comme, c'est comme un combat, tu sais. Puis les lumières qui sont vraiment plus intenses aussi. Tu as l'impression que c'est des petites lumières quand tu es à l'extérieur, mais quand tu es à l'intérieur du ring, là, c'est comme, on dirait qu'il n'y a rien. Puis là, ça te ramène direct, là. Puis, c'est ça. Tantôt, tu disais que tu avais eu une rencontre avec plusieurs personnes pour essayer de rendre légal vraiment le combat prochainement. Il y a un an, je pense, tu as eu cette rencontre-là. As-tu eu un feedback de qu'est-ce qui se passe avec ça? Leur timeline, là, c'était que tout allait revenir à la normale plus ou moins au mois de novembre passé 2019. Ah, OK. Mais moi, là, maintenant, je suis tellement occupé. Là, j'ai trouvé un exutoire. Là, je peux faire mes shows, je suis content. Le reste, là,
comme tant que je peux faire des choses, je suis content. Fait que je me suis un peu moins occupé du dossier parce que là, finalement, j'ai trouvé quelque chose pour m'occuper les mains, tu sais. Puis de continuer à... Même si c'est pas mon premier choix, je préfère le Muay Thai que le K1, mais c'est quand même... Puis ça a un peu bien à donner parce que juste avant que tout ça se produise, quand on m'avait invité, il y a une grosse ligue Infusion qui s'appelle Infusion. C'est une ligue des Pays-Bas qui est en compétition avec la Ligue Glory un peu, là. C'est comme un peu Bellator UFC, tu sais, comme UFC, c'est la grosse machine. Bellator, c'est une grosse machine, mais un peu moins connue, tu sais, ou un peu moins peut-être populaire, là, à mon avis, peut-être, là. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Non, tu as tout à fait raison. Ouais, mais c'est ça. Ben, je me suis associé un peu au Bellator, tu sais, mais du kickboxing. Tu comprends? Oh, wow! Ouais, fait que j'étais allé les rencontrer, ben, ils m'ont envoyé un message, ils avaient entendu parler, moi, de quelqu'un d'autre, je me souviens plus trop qui. Et puis là, ils m'ont dit, on a entendu parler de toi à travers cette personne-là, on aimerait ça commencer à s'implanter au Québec, on aimerait ça te rencontrer, on aimerait ça que tu viennes voir un de nos shows pour que tu vois ça ressemble à quoi. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, let's go. Moi, je me suis payé un billet d'avion, j'étais allé les voir là-bas. On a commencé à discuter. Et puis là... Puis leur but, ça serait de faire un événement professionnel de K1 ouais, au Québec? C'est un de ces jours, j'espère que ça va arriver. Tabarouette. Ah, c'est cool. Parce que j'ai tellement convaincu que ça marcherait ici, là. C'est Montréal, le Québec, les gens aiment ça, là, quand tu vois le niveau de la boxe ici, puis même ce qu'était le MMA avant, là, c'était quand même... Tu sais, les gens aiment ça ici, puis je veux dire, ça manque, c'est ça qui manque, le pied-point. Puis c'est pas le pied-point qu'on peut faire maintenant, là, qui est permis par la régie, là, le vieux kickboxing avec les pantalons, puis les coups de pied au-dessus de la ceinture, c'est dead, ça marche plus, là. Personne ne fait ça au monde, là. C'est des règles de dinosaures, là. Fait que là, j'ai juste hâte que le Québec se réveille, là. Que c'est même pas la régie, c'est le ministre des Sports qui a rapport avec ça, qui doit comme modifier la loi, tout ça, mais on connaît ça avec les bureaucrates, là, ça prend des années et des années, même par rapport au sport amateur, que ce que je te disais, là, il avait dit que tout allait redevenir à la normale au mois de novembre de l'année passée, là, 2019. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était créer un bureau de permis. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est qu'il n'y avait aucune législation par rapport au sport comme le kickboxing, le Muay Thai. Tu sais, c'était un peu le free-for-all, tu sais. Fait que n'importe quel promoteur pouvait s'improviser, dire « Ok, moi, je fais des shows ci. » Il n'y avait pas aucune réglementation. Il y avait des shows qui n'avaient pas de docteur, pas de pesée, pas ci, pas ça. Fait que là, c'était un peu n'importe quoi qui se passait parce qu'il n'y avait aucune réglementation claire, tu sais, qui encadrait ces sports-là. Puis c'est des sports qui ont besoin d'être encadrés, c'est sûr. Là. C'est pas du ping-pong non plus, là, tu comprends? Ouais. Non, j'ai déjà vu des shows amateurs qui n'avaient même pas de médic en dessous. Ah non, je sais. C'est ça le danger aussi, tu sais, de ne pas vouloir légiférer sur ça. C'est ces sports-là qui sont pourtant comme un exutoire pour des gens, là, des jeunes, là, les jeunes qui sont attirés par la boxe, là. C'est ceux qui si on pas ça, qui vont aller créer des problèmes, là. Tu comprends? C'est pas les jeunes qui jouent aux échecs, là, qui vont créer des problèmes plus tard, là. C'est la démographie qui a besoin de support, qui a besoin d'encadrement, puis qui en a pas à cause du fait que les bureaucrates sont trop paresseux pour s'asseoir puis décider qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mauvais, quelle fédération est légitime, lequel l'est pas, tu sais. Et puis, apparemment, ils voulaient créer un bureau des permis. Que, par exemple, parce que là, maintenant, avec l'article 83 du Code criminel, c'est que les sports olympiques qui sont légaux, tu comprends? Qui sont pas des combats concertés, comme prize fighting. Là. C'est comme si on s'organisait, là, c'est tellement péjoratif comme terme. C'est comme si on organisait des combats de rue dans les ruelles, genre. On se fait comparer à ça, tu sais. Parce que là, présentement, il y a la boxe. Avant, il y avait la boxe, le judo qui était permis. Ouais. Je pense là, le karaté, maintenant, il est, je pense. C'est le karaté. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Imagine, si la lutte est plus... à un moment donné, c'est proche que la lutte soit plus un sport olympique. Imagine que la lutte, t'as plus le droit de faire de compétition de lutte. C'est ça que ça veut dire. C'est un bon point. C'est quand même bizarre, là, tu sais. Fait que là, ce qu'ils voulaient faire, c'est le branche du gouvernement, je me souviens plus c'était laquelle exactement. Je pense que c'est le MES, exactement, le ministère des Sports et Loisirs. Si jamais quelqu'un m'écoute, là, quelqu'un peut m'aider là, à faire bouger les choses, là, contactez Olivier, s'il vous plaît. Parce que ça traîne, puis ce qui est dommage, c'est que c'est les jeunes qui en mangent à la fin. C'est pas comme si nous, on faisait... les jeunes et les gyms aussi. Moi, je connais des gyms qui ont dû fermer parce qu'il n'y a plus de compétition de Muay Thai, puis d'un gym qui fait juste du Muay Thai, puis il n'y a plus de compétition, ben ça perd
beaucoup d'attraits, tu sais. Puis surtout si leur passion, c'est vraiment de monter des athlètes et non de faire des cours à monsieur, madame, tout le monde. Mais même à ça, même les monsieur, madame, tout le monde, là, ils ont besoin de voir les jeunes là, qui vont faire des combats. Là, ça fait mousser l'intérêt des gens et tout, tu sais. Exactement, tu sais. Ça attire les gens, ça retient les gens aussi, tu sais. Les gens, ils essaient le Muay Thai, les petits jeunes, ils essaient, mais ils n'ont pas de compétition. Fait que c'est comme, ça sert à rien, pourquoi je fais ça? Puis il y en a qui aiment ça jouer au football, il y en a qui aiment ça jouer au soccer. C'est pas parce que le football puis le soccer, c'est comme chacun, tous les goûts sont dans la nature. C'est pas parce que lui il préfère faire du Muay Thai que. Là maintenant, si lui préfère faire du Muay Thai, il veut pas en faire. Fait qu'il abandonne, il va peut-être retourner au métro, fumer des joints puis faire des conneries. C'est ça que moi je faisais. C'est ça que moi je faisais avant que je trouve le Muay Thai. Puis là maintenant, c'est ça qui est dommage. Là, les gyms perdent de l'argent, les salles de spectacle perdent de l'argent aussi parce qu'il y avait un moment donné, là, avant, quand tout ça s'est arrivé, là, on avait des shows de Muay Thai tous les mois. Les gars du Québec, là, on allait à Ottawa, en Ontario, là, on gagnait, là, on était bons. Là, maintenant, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus rien. Puis les gars, puis là, maintenant, il y a beaucoup de discussions sur le fait que ça va peut-être devenir un sport olympique aussi. Le Muay Thai, ça? Ouais. Ah, wow. Il y a plusieurs... il n'y a rien d'officiel encore, mais c'est un sport en démonstration apparemment aux Jeux de Paris. Il y a plus... en tout cas, là, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour dire exactement où est-ce qu'on en est à cette étape-ci, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que ça peut devenir un sport olympique. Très certainement. Puis là, à ce moment-là, nous, notre problème est réglé parce que là, maintenant, on va finalement plus être... Tu sais, comme du jour au lendemain, parce qu'on est devenu olympique, là on est correct. Là, on peut aller faire ce qu'on faisait avant, tu sais. C'est ça qui est... C'est comme tellement absurde qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais là, au moins, comme je dis, qu'est-ce qui est arrivé avec le décret par rapport au kickboxing, je suis capable de faire des shows de kickboxing. Donc, c'est ça l'important. Là. Je préfère me concentrer là-dessus que de chialer dans... Ouais, t'as mieux mettre ton énergie exactement, dans quelque chose de positif. Mais là, la solution qu'eux avaient trouvée, le MELS, c'est qu'ils voulaient créer un bureau de permis où est-ce que chaque promoteur devait, avant de faire un événement, demander un permis puis devait respecter comme 4 critères qui étaient très raisonnables. Je me souviens plus exactement, c'est comme la sécurité des athlètes, la sécurité du public. Puis il y avait 2 autres aussi critères, mais tant que tu respectais ces 4 critères-là, tu pouvais avoir ton permis. Tu pouvais présenter ce show-là, tu sais. Mais bon, là, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec ce bureau de permis-là? J'ai aucune idée. C'est juste une autre magamique, à mon avis, pour que le gouvernement se prenne un peu d'argent dans les poches, tu sais. Tu sais, c'est sans face. Mais en tout cas, peu importe, tant que ça nous permet, tant que ça nous permet de produire des shows, moi, ça me dérange pas. By all means, tu sais, allez-y. Ouais. Puis c'est pas comme on se faisait des fortunes non plus avec ça, là. T'sais, moi, c'est vraiment pour la... C'est sûr, ça me fait un peu... C'est beaucoup de travail faire un show aussi, là. Beaucoup de travail. Mais là, à un moment donné... Fait qu'on fasse de l'argent, c'est pas un crime non plus, là, t'sais. Ouais, c'est ça. Si t'as mis 72 heures, même, ça doit être vraiment plus que ça. Un peu plus que 72 heures. Mais si t'as mis des heures et des heures, puis que t'es payé en remerciement... Mais non, c'est ça, c'est pas... Les remerciements, ça fait pas manger, là. Puis t'as-tu quand même fait des démarches, toi, pour avoir essayé de rendre le kickboxing, le Muay Thai professionnel légal au Québec? Parce que tantôt, tu disais que t'avais... Pas encore. Pas professionnel, je suis pas rendu là encore. Okay. Surtout que la scène amateur a été morte pendant 2 ans. Là, je suis en train de reconstruire la scène amateur. Ouais. Pas juste moi, là. Il y a d'autres... C'est comme le MMA, ironiquement, tu sais, le MMA amateur, il est interdit, mais professionnel... Ça, c'est comme encore une autre absurdité bureaucratique du Québec. Ouais. Ça a tellement pas de bon sens. C'est quoi? Que si tu veux faire du MMA, tu peux juste direct... tu peux pas faire tes classes, en fait. Tu comprends? Il faut que tu aies direct pro puis te faire apprendre sur le tas avec des guns 4 onces devant 10 000 personnes. C'est tellement... Puis tu penses-tu que le niveau... des combattants de Muay Thai, des combattants de MMA, tous les combattants, que leur sport est interdit amateur... Est-ce que tu penses que le niveau s'en va en descendant à cause de ça? Qu'est-ce que tu penses? Quand toi, tu fais beaucoup de judo, là, si tu n'avais pas de compétition de judo, ton judo serait-tu devenu meilleur ou non? Non, j'aurais été une marde. Exactement. C'est aussi simple que ça, tu sais. Si tu n'as pas de compétition. Puis là, maintenant, comme je disais, avant, on compétitionnait très, très bien avec les gens de l'Ontario, là. Mais là, maintenant, je vais... Puis c'est tellement absurde. À un moment donné, je m'en vais, tu sais, en Ontario, là, qui c'est comme pas vraiment si loin de chez nous, là. Ouais. J'amène mon gars faire un combat au musée de la guerre fédérale. Tu sais, t'imagines, à Ottawa. Tu me suis, là. Il n'y a rien de plus comme officiel que ça, là. Là, tu traverses le pont, tu t'en vas à Gatineau. Si tu fais la même chose, tu risques un dossier criminel. C'est pas un peu fou, ça? Mais eux, en Ontario, ils ont leur comment ça s'appelle encore? PSO, ça veut dire Provincial Sport Organization. Ça veut dire que le gouvernement s'est assis
ont regardé ce que la fédération offrait comme structure, comme ci, comme ça, comme ils respectaient quels critères, ils ont vu qu'ils respectaient tout. Ils ont dit, vas-y, t'as le droit. Je pense que les étapes à franchir, c'est faut que tu aies un organisme, une fédération nationale à laquelle tu es affilié. Puis cette fédération-là nationale doit être affiliée à une fédération internationale qui est reconnue. Tu comprends? Puis nous, on a tout ça. On avait la fédération provinciale qui avait été créée par Normand Grimard. C'était le Conseil de Muay Thai du Québec, c'est ce que j'utilisais dans le temps. Qui, elle, est affiliée à Muay Thai Canada. Qui, elle, est affiliée à la fédération IFMA, ça s'appelle. Puis ça, c'est la fédération IFMA, c'est celle qui a été acceptée par le comité olympique. OK. Fait que nous, on suit exactement les mêmes règles que la fédération qui a été acceptée par le comité olympique depuis nos débuts, là. Tu comprends? On a un médecin, des catégories de poids, des règles très claires. Tout est fait dans les règles, là, tu sais, je veux dire. Puis après ça, juste parce qu'il y a... En tout cas, en même temps, je suis pas un bureaucrate, je suis pas un fonctionnaire, je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais ça fait... Moi, la demande là, de reconnaissance qui a été... T'as de l'air plus un gars d'action, je te dis. Ouais, pas mal, ouais. Non, ça, c'est sûr et certain. Mais la demande là, d'obtention de reconnaissance de cette fédération a été déposée, je pense, par le Normand Grimard, celui qui a créé la fédération, qui était très bien run. C'est super bien organisé. Je pense qu'il l'a déposé en 2013 pour être reconnu officiellement par le ministère des Sports et Loisirs, comme l'est la Fédération de boxe olympique, comme l'est la Corporation de kickboxing du Québec. Tu comprends? Mais ça fait ça fait longtemps, là. C'est quoi, 2013, là. Tu comprends? 7 ans. Puis rien. Puis là, j'imagine que tout le monde se... Ben, ouais, c'est un bon jeu de mots, là, mais tout le monde se bat pour se battre dans tes événements, vu que c'est un des seuls événements que tu as le droit. Non, mais je veux dire, c'est pas... ils se battent. Non, mais ça va bien. Je suis content. Puis je pense pas que c'est juste parce que je suis le seul. Parce que je pense que, genre, toutes mes shows, j'essaie de me construire une réputation... Mais il y a quelque chose de spécial aussi là, dans la salle que tu utilises, comme je disais tantôt. Ouais, ça c'est sûr et certain. La baie Mathieu, si vous êtes jamais allé, venez voir. Mon prochain événement, c'est le 22 février. C'est une ancienne piscine, un ancien bain public. Ouais, c'est sick, man. L'ambiance est absolument incroyable. On met le ring dans la piscine, les tables VIP dans la piscine et admission générale tout autour de la piscine. Donc peu importe où est-ce que tu es, c'est sûr que tu vois bien. L'ambiance, il y a du caractère à cette salle-là, ça c'est sûr et certain. Mais j'aime penser que c'est pas juste à cause de la piscine que le monde vient à mes shows puis que je reprends. Genre, je fais vraiment de mon mieux pour être sûr d'essayer de même changer la game un peu, là, tu sais, de plus mentir, là. Je retiens beaucoup à ma réputation de promoteur honnête, là. Ça existe encore, j'essaie, ou si ça existe pas, j'essaie. Qu'est-ce que tu veux dire, puis mentir? Ben, je veux dire, moi, même moi, j'ai fait affaire à beaucoup de promoteurs qui m'ont menti sur la fiche des gars juste pour remplir des cartes, sur le poids, sur ci, sur ça, tu sais, d'essayer de contourner juste pour remplir des cartes, tu sais. Moi, je crois pas à ça, parce que moi, j'ai été boxeur, puis je sais quoi, boxer contre des gars qui devaient arriver à ce poids-là, puis que, tu sais comme moi, là, les gars, ils arrivent 15 livres de plus, ça fait un mois que tu t'entraînes. Ouais. Tu prends le combat, tu le fais pareil, devienne Kopura, mais moi, j'essaie... comme je te dis, d'être le plus legit possible. Ouais. Parce que moi, je veux être ici pour le long run, là. Tu comprends? Je suis pas ici pour faire le quick buck puis m'en aller. Ça, c'est ma vie, la passion. C'est ma passion, c'est ma vie. Puis je veux être dans la promotion. J'adore ce que je fais. J'ai toujours reçu des bons commentaires sur mes promotions, sur la manière que j'organise mes trucs, sur comment je traite les fighters. Fait que, j'espère que ça va. Juste Alliance agrandissant. Puis tu fais combien de shows par année, toi, maintenant? J'ai fait 4 shows par année de K1. OK. 4 shows de K1. Puis là, il y en a un qui arrive, comme tu disais. Le 22 février. Le 22 février, là. Puis à chaque show que je fais, j'essaie de... Là, j'étais capable. C'est quand même un tour de force parce que c'est pas facile. Je construis mes champions, tu comprends? Puis je donne aucune ceinture bonbon, genre, ce gars-là, tiens, je mets pas... Il vend beaucoup de billets, il vend beaucoup de billets. Tiens, je mets une ceinture en jeu. Toutes mes ceintures jusqu'à présent ont été obtenues dans des tournois à 4. Ah oui, c'est vrai, exactement, tu fais des tournois, avec semi-finale, finale. Puis mon prochain, ça va être un tournoi à 4 heavyweight. Toute classe A, des gens avec 10 combats et plus. J'ai 240, 250 livres, 260 livres. Ça, c'est cool parce que ça fait vraiment
sais, il y a vraiment une compétition aussi, non seulement entre athlètes, mais aussi en gym. Je trouve que ça ajoute un petit quelque chose que, tu sais, que tout le monde du gym vient encourager son athlète, puis on va le suivre pendant la soirée, tu sais. Est-ce qu'ils font 2 combats par soir? Ouais, semi-finale, finale dans la même soirée. OK. Ouais. Ah, c'est cool. C'est ça. permis par la WKF, ce qui est sanctionné par la WKF, c'est la fédération que moi j'utilise. Docteur présent, assurance, c'est The World Kickboxing Federation, ils ont des championnats du monde en Italie. Il y a même un de nos Québécois qui est allé là-bas puis il a gagné la ceinture. Qui ça? Stéphane Opong, qui s'entraînait avec Dao Sawan avant. OK. Ça, c'est un ancien gym mais qui a fermé malheureusement. À cause de ce qui ça? est arrivé. Exactement. Oh, wow. C'était un gym qui était très actif, qui avait beaucoup de combattants, qui amenait toujours ses combattants en Ontario, qui gagnaient. Ils ont gagné des titres aux nationaux, tout ça. Puis là, lui, à un moment donné, il s'est rendu compte, il s'est juste découragé. T'sais. Lui aussi, c'était un passionné de Muay Thai, tout ça, mais le gym a fermé. Puis là, maintenant, moi, je m'occupe de Stéphane Opong maintenant. C'est un de mes fighters. Je l'ai amené à New York. Il a gagné un combat à New York. Je l'ai amené là, maintenant, même, il est en Hollande pour parfaire ses techniques en K1. En boxe, il est parti faire un stage de perfectionnement en Hollande. Là, maintenant, puis je vais sûrement aller en Thaïlande au mois de mars avec lui aussi, à mon camp pour que... Tu veux partir là combien de temps? Un mois. Un mois? Ça vaut pas la peine en bas de ça, vraiment. Ça vaut pas vraiment la peine. Tu veux-tu repartir ta compagnie de motocyclette? Non, c'est fini. Pas vraiment. T'avais combien de motocyclettes? 4. T'en avais 4? 4 petites, ouais, 4, ben pas des motocyclettes, là, des scooters. Ah, des c'est petits des scooters, mobilettes, là, on pourrait dire. Ouais, mais ça m'aidait juste à boucler les fins de mois un peu parce que... C'était combien Louis? T'avais pas peur de te faire voler? Non, du tout. Ouais. Non, mais en même temps, je me suis jamais... C'est pas un... Non, je me suis jamais fait voler, non. Mais je connaissais quelqu'un qui habitait là-bas, fait que quand je partais, je laissais mes mobilettes là. Et puis... Ouais, ça faisait de l'argent. Ouais, ça faisait de l'argent. Ça m'aidait à rester, ça m'aidait à rester 1 ou 2 mois de plus, là, une fois que tout mon argent que j'avais fait à Montréal en mettant des briques une par-dessus l'autre. Là. Ouais. Ah, je trouvais plein de hustle, tu sais. J'essayais juste de pouvoir rester là-bas le plus longtemps possible. Fait que si c'était pas de la bouffe, là, je l'achetais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Là-bas, tu sais, pendant longtemps, j'étais vraiment cassé. Quand j'étais à Montréal, je travaillais puis tout ce que je gagnais, je le mettais dans mes poches pour essayer de repartir le plus longtemps en Thaïlande. Puis quand j'étais en Thaïlande, j'essayais de dépenser le moins possible pour rester plus longtemps là. Fait que j'ai vécu ça pendant 5 ans. Là, maintenant, je suis content. Là. Je suis revenu à la maison, je suis à la maison, je suis marié, les choses se placent. Finalement, je reprends les promotions. Je suis bien en ce moment-là. C'est good place, yeah. Hey, je vais changer de sujet. Là. C'est quoi que tu penses du lightweight? Moi, je trouve ça fou. Moi, honnêtement, là, les gars, c'est comme... Juste la règle... Il y a une règle... C'est les mêmes règles du... Non, absolument pas. Non? Ça n'a rien à voir. Je suis pas trop familier, là. Je vais pas commencer à dire que de ce que je connais, j'ai l'impression que c'est genre 1 round ou 2. Tu peux juste gagner en mettant la personne KO. Si tu la mets pas KO, il y a des coups de tête permis. Puis même, si tu mets quelqu'un KO... excuse-moi. Si tu mets quelqu'un KO... Une fois, c'est correct. Si tu mets quelqu'un KO, la personne est là, je pense, 3 minutes pour se remettre debout. Puis après ça, elle peut continuer. Mais tu comprends-tu comment c'est fou au niveau des commotions cérébrales? Des séquelles. Non, mais 2 commotions cérébrales de suite. Là. Puis une fois que t'es déjà gelé, là, éméché, là, ça va pas prendre beaucoup t'en donner une autre, puis une troisième, puis une quatrième. Alors moi, honnêtement, puis de ce que j'ai vu quelques beaux combats quand même, mais souvent, ça a l'air d'être des bagarres, là, c'est pas trop de technique, là, c'est comme, vas-y, on y va, là, on fait aller les moulins, puis, you know. Puis y a-tu beaucoup de monde qui t'en parle? Parce que, tu sais, nous, ici, on a Dave Leduc, là, qui est genre... il est très connu, c'est une superstar, apparemment, là-bas, tout ça, puis tant mieux pour lui, non? Tant mieux pour lui, mais moi, c'est pas un sport qui m'attire du tout, là, même à regarder, là, honnêtement. Ah ouais? Ouais, mais... Je n'enlève rien à tous ceux qui le font, leur donne beaucoup de respect et tout, tu sais. Mais moi, c'est pas mon truc du tout. Y a-tu des combattants de Muay Thai qui switchent des fois? Ou... Ouais, en fin de carrière, là, tu sais, comme quand ils n'ont plus rien d'autre à faire, qu'ils sont plus compétitifs du tout sur le circuit thaïlandais, ils arrivent là-bas, ils font... Parce qu'à un moment donné, quand t'es rendu à 300 combats, là, 310, 3-1 de plus ou de moins, ils s'en foutent, puis c'est pas des... Les gens sont désespérés pour l'argent là-bas, là, tu sais. C'est pas... les gens, en général... Ils peuvent plus Il n'y rien a pas faire, des après-carrières très
très prometteuses. T'sais, ils n'ont pas souvent eu beaucoup d'argent accumulé, des dates, fait que, ils boxent jusqu'à temps qu'ils peuvent, puis s'ils peuvent plus boxer en Thaïlande, ils vont aller boxer au Myanmar. C'est dit, 15 livres de trop, 20 livres de trop. Des anciens champions, j'en ai vu, même quelques-uns que David Leduc a battu, tu sais. Des anciens champions qui boxaient à 130, là, mais qui sont rendus à 180, là, tu comprends? Puis qui vont là-bas. Ouais. Ça, c'est les Thaïs qui vont boxer au Myanmar. À mon avis. Mais en même temps, je peux pas dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, je suis pas trop familier avec le monde du lightweight, fait que je vais pas commencer à dire des sottises, là, mais c'est ce que j'en pense, là. C'est ce que je pense qui arrive, là. C'est ce que j'ai vu. Parce que moi les Thaïs, là, en tout cas, moi, je suis vraiment biaisé là-dessus, là, mais moi, les Thaïs, c'est les meilleurs au monde, là. Fait que, moi, je pense qu'un gars, un top Thaï... qui fait du Muay Thai, tu veux dire? Un gars, un top dans le circuit Thaï qui est très haut, qui est actif, tu sais, puis qui va là-bas, qui va boxer contre un gars de son poids, je ne vais pas perdre, là. Je vais pas perdre du tout. Ça serait qui le top Muay Thai qui se battrait, disons, contre Dave? Ça se peut pas, il y en a pas. Je sais quoi, il est à quoi? Il est 180 livres, ce gars-là, je pense. C'est un bonhomme pareil, c'est un gros morceau. Il y en a pas de Thaïs qui font de la boxe Thaï à ce point-là, les Thaïs à ce point-là qui font de la boxe Thaï, c'est justement des chauffeurs de taxi qui veulent un peu d'argent, ou des gars qui sont retraités depuis 10 ans et qui ont besoin d'un petit coup d'argent, ou tu comprends, je veux dire? Même qui fait juste du Muay Thai, le champion du monde de Muay Thai en heavyweight, j'imagine. Il y en a pas. Mais je veux dire, ok, peut-être, mais il est sûrement pas Thaï, là. Ok, ben là, tantôt tu me disais qu'il y avait toutes les grosseurs, là, ils ont pas tant toutes les grosseurs. Non, mais je veux dire, toutes les grosseurs dans les boxeurs, ça cape à genre 156 peut-être. Ok. Ça, c'est comme, mais non, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, tu sais, tu vas te promener dans les rues, il y a des gens de 6 pieds, comme il y a des gros, il y a des bonhommes, il y a des tailles qui sont bifs, là. C'est pas comme des... C'est pas l'image qu'on a du petit asiatique tout fin, là. Il y en a de toutes les sortes, je veux dire, c'est ça que je voulais dire. Mais au niveau dans le circuit des sports de combat, par exemple au Lumpini, ce qui est le stade le plus connu avec le Raj Damnon, je pense que la catégorie de poids la plus haute, c'est 154. Oh, wow! Ouais. Toi, tu t'es battu combien de fois au Lumpini? Juste une fois. Juste une fois? Ouais. T'avais-tu gagné ton combat? Ouais, j'ai gagné. Ah, Comme mon entraîneur était venu me voir le premier round puis le deuxième round, il a dit puis personne veut bêter contre moi, fait ok, c'est lui. Ok, c'est celui-là. Puis il m'a dit vas-y, fait que j'ai knock au deuxième. Mais attends, le Lumpini, c'est quand même une place vraiment renommée, non? Ah ouais, super renommée. Toi, ton seul combat que t'as fait là-bas, il y a ton coach qui me disait genre il gagne pas le premier round. Ce qui était le fun aussi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que moi j'étais juste avant le combat principal. Ok. Puis le combat principal, c'est un gars qui venait de Phuket aussi, puis que j'avais battu à Phuket, puis qui a gagné le combat là. Ah, wow. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que tu sais, ça m'a donné un peu de l'ordre d'échelle un peu. C'était quoi le combat que t'es le plus fier? Le combat que je suis le plus fier. Ben, un de mes. À différentes. Je suis fier. Par exemple, j'en ai un sur YouTube qui a comme 650 000 views. Là, je suis content. Avec les coudes, ça? Ouais. Le combat en tant que tel, je l'aime pas tant que ça, mais je suis fier du fait qu'il y a comme 650 000 personnes qui l'ont vu. Tu sais, même à un moment donné, Firas, il me dit, viens voir. Il me dit, hey, je voulais checker un combat pour les coudes, puis je suis tombé sur le tien. Tu sais, puis il y a des personnes que je connais même pas qui vont dire, je t'ai vu boxer sur YouTube, des dates. Fait que je suis fier de ça. Après ça, un de mes meilleurs combats, moi, que je trouve, il est sur Internet aussi, c'est contre Nsedo Gomba. Je veux dire, c'était un Africain du Sud qui boxait en Thaïlande. J'ai pris le combat comme une semaine d'avis, genre. Lui, il knockait tout le monde. Là-bas, il commençait vraiment à devenir très, très, très connu, tu sais. Fait que j'ai pris le combat une semaine et demie d'avance, puis j'ai perdu, mais c'était quand même très, très proche. Puis malgré que j'ai perdu, je trouve que c'est un de mes meilleurs combats, tu sais. Mm-hmm. T'as fait des belles affaires dans ce combat-là. Ouais. C'est un combat, même je le regarde encore, je suis comme, ouais. Puis je suis, tu sais, comme, c'est comme dans ça, c'est mon avant-dernier combat. Okay. C'est mon dernier combat, je suis très fier de lui. J'ai boxé contre c'était à Paris, c'était pour une grosse promotion à Paris qui est faite par Jean-Charles Skarbowski. Qui est un ami à moi que j'ai rencontré. Je l'ai reçu, moi, Jean-Charles, ici. Ouais. Ben, pas ici, mais. Ça, c'est un de mes boxeurs préférés aussi. Tu me demandais tout à l'heure, il y en a tellement des boxeurs, mais ça, c'est un de mes boxeurs préférés que je regardais quand j'étais jeune. Puis là, je le regardais, je l'adorais. Puis là, à un moment donné, je suis allé étudier à Paris. Puis bon, je dirais que je suis allé étudier à Paris, puis je suis allé dans son gym. Puis on est devenus amis. J'ai habité comme là-bas 1 an presque. Ah ouais, t'es devenu ami avec Jean-Charles? Avec Jean-Charles. Puis c'est ce qui a fait que Jean-Charles est allé entraîner Georges Saint-Pierre aussi. C'est moi qui ai fait la connexion, tu sais. Ah, wow, ok. Ouais. Fait que là, mon dernier combat, c'était pour lui. Puis mon avant-dernier combat, c'était Nsedo,
qui est vraiment un gros combat. Vous voyez sur YouTube aussi, là, si vous voulez aller regarder Ncedo Gomba versus Philippe Simpatong. Puis là, j'avais perdu celui-là. C'est quoi ton nom? Philippe Simpatong. T'as ton nom, puis après ça, c'est le nom de ton camp. Ok. Ouais. Puis après ça, là, moi, je voulais pas finir ma carrière sur un... Puis c'est suite à ce combat-là que j'ai dit c'est terminé, tu vois, parce que je suis sorti de ce combat-là, même si c'était un combat très dur, là, mais j'étais ressorti, puis je me faisais toujours couper, je suis ressorti de là complètement amoché, plein de coupures, puis là, j'étais sur le... puis là, le docteur, quand il m'a vu arriver, ça, c'était contre l'Africain du Sud, là, il me disait « Ah, mon vieil ami Philippe », parce qu'il me voyait toutes les fois que je boxais, même si je gagnais, je me faisais couper, tu sais, puis ça commençait à me tanner. J'avais perdu ma face de top modèle, tu sais. Fait que là, mais je m'étais déjà engagé pour le combat en France. Okay. Fait que moi, j'étais un gars de parole. Mais j'étais sur la table du docteur, il me recousait, puis j'étais comme, ça va pas durer longtemps cette affaire-là. Je suis tanné, là. Je suis tanné. Parce que comment ça se passe là-bas? Comme tout de suite après le combat, en short, là, tu vas chez le docteur, il te recoue, là. Pas d'anesthésie, pas rien, mais moi, tu viens d'arriver d'un combat, il faut que tu restes calme, là. T'es tout déjà, tu sais comment tu viens, tu sais, quand tu finis un combat, t'es comme. T'es énervé, là, faut que tu restes calme, t'entends l'aiguille, tchic, 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 tchic. Là, c'est comme, c'est pas une coupure, c'était 3 coupures, tu sais. Ah ouais. Fait que c'était long, puis là, je suis en train, puis pendant ce temps-là, t'as le temps de penser, là. T'es comme, là, j'ai 31 ans, puis je veux dire, je pense qu'il est temps que je passe à autre chose, là. Je suis tanné de me faire charcuter, tu sais. Puis la danse, l'as-tu perdu aussi? La danse, ouais, non, mais la danse, c'est, je l'ai perdu à Montréal. On s'entraînait, moi et Yves Jabouin, avec Peter, puis par hasard, comme on faisait du clinch, tu sais, puis comme par maladresse, il m'a envoyé un coup de coude, puis il a cassé ma dent. Puis là, t'étais comme, yes, c'est ma chance d'avoir une dent en or. Non, mais ça, c'est vraiment comme j'étais sur la chaise du dentiste, puis genre, juste en lui demandant qu'est-ce qui s'est vraiment arrivé, là, j'ai pensé, c'était rien de prévu, là, c'était pas du tout prémédité. Tu sais, j'ai dit, hey, tu peux-tu faire ça en métal? Là, il est parti à rire. J'ai jamais vraiment aimé l'or, j'aime pas le jaune, tu sais, j'aime pas ça le jaune, fait que tout le monde, l'or, c'est. Fait que j'ai dit, fais-moi là en argent. Puis là, maintenant, c'est devenu le nom de ma compagnie, tu sais. Ouais, j'avoue, hein, j'avais même pas catché, tabarouette. Yeah. Mais puis ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années, là. Ça fait un beau style, c'est une bonne gimmick, je trouve. Ouais, mais en même temps, comme je te dis, j'étais juste une inspiration, comme quelqu'un m'a parlé d'en haut, puis il m'a dit, pourquoi... Je sais pas, peut-être que j'avais un manque d'attention, puis je voulais que le monde... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé, puis je le regrette pas, là. Pourquoi pas? J'oublie maintenant, là, je m'en fous, là. Je m'en rends plus compte. Très cool. Hey, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Quand même 1h10, là. Super content. Merci vraiment d'être venu. Avant de partir, je sais pas si tu veux plugger des affaires. Ben moi, c'est sûr que mon prochain événement, c'est le 22 février au Bain Mathieu. Gros tournoi. Déjà, la carte est presque complète. J'ai vraiment de très, très beaux combats. J'ai un tournoi à 4 heavyweight pour la ceinture. Mes promotions s'appellent Road to Infusion, la route vers Infusion, parce que Infusion... Ça c'est le nom du show? C'est le nom de mes promotions, de ce show-ci, ouais. Parce que je veux que ce show-là soit comme un tremplin pour accéder au circuit pro qui est offert par Infusion. Puis là, bientôt, là, je suis en pourparlers avec Infusion pour qu'on puisse amener les gagnants de mes tournois, peut-être dans des événements, soit en Europe ou peut-être en Ontario, parce que c'est plus facile. En tout cas... Et éventuellement, il va avoir une issue au fait que tu es un champion de la Road to Infusion, tu comprends? Donc, c'est le 22 février au Bain Mathieu, tournoi heavyweight, ça va être excellent. T'as-tu déjà les noms des personnes qui vont se battre? Ouais, mais je dirais, ouais. Non, mais il y a Wally Rodriguez de Montréal qui vient du gym Angry Monkey. C'est un gars qui est qui performe très bien. Il y a des jeunes, je pense c'est la ceinture Heavyweight Fight Quest, qui est quand même une autre promotion qui est assez connue à Montréal. Qui fait du K1 aussi. Ils font un Kanawake. Après ça, il y a un gars du Nouveau-Brunswick, Marlowe, du gym Lumberjack, Bruno Lurette, qui est quand même venu s'installer, qui s'entraîne beaucoup ici à Montréal aussi. Tu reçois-tu beaucoup de monde de Bruno? Ah, je pense que deux ou trois de ces gars qui vont boxer sur le quartier. Ah, cool. Mais ça arrive pas régulièrement parce qu'il est quand même loin, là, tu sais, c'est du Nouveau-Brunswick. Puis lui, il amène-tu des fans aussi? Ouais, je pense qu'il va amener des fans. Non, ils vont amener des fans. Il m'a dit qu'il allait réserver des billets. Ouais. Ah, c'est bien cool, ça. Moi, je le trouve vraiment gentil, Bruno, là, pour de vrai. Là. Ouais, c'est un gars passionné. Moi, je me souviens,
Il venait à toutes les fins de semaine presque à Montréal. Il montait du Nouveau-Brunswick. Il venait à Montréal, il s'entraînait une fin de semaine. Il retournait au Nouveau-Brunswick. Il faisait toutes les semaines quasiment juste pour venir s'entraîner à Muay Thai. Il est vraiment un passionné du sport. Puis là, maintenant, il a passé une grosse promotion. Une grosse promotion. Au Nouveau-Brunswick, ils font des sports, ils font du MMA, ils font du K1, du Muay Thai aussi, parce que là-bas, c'est plus flexible. Ouais. Après ça aussi, j'ai un gars de Josh Bell, un gars d'Ontario, d'un très bon gym. Maz, le gym Maz. Puis après ça, j'ai un autre gars aussi de Guelph MMA. Preston, quelque chose, je me souviens plus du nom, désolé, mais les affiches vont sortir bientôt. Si vous voulez vous tenir, si les gens veulent se tenir plus au courant des activités de ma compagnie. Fait que c'est vraiment national, là. C'est pas provincial, là, ce tournoi-là. Là. Ah ouais, moi j'essaie le plus possible, puis éventuellement je vais amener des gars des États-Unis, tout ça, mais bon, naturellement ça prend des moyens aussi. Surtout amateur, que tu sais. Ouais, amateur, c'est pas du gros, mais éventuellement j'espère que je vais pas. Comme je vous dis, je suis pas ici pour rester à la même place que je suis. Hier, là, j'ai toujours là ici pour... je veux grandir, j'ai beaucoup d'ambition, puis je veux que le K1, les sports pieds-points au Québec obtiennent la place qu'ils méritent, en fait. Mm-hmm. Fait que si vous voulez plus d'informations, vous voulez voir ma page IG, Instagram... Mais tu donneras les infos, puis okay. je vais les mettre... j'ai une page Facebook, Instagram, Silvertooth Promotion, Silvertooth Promotion, puis vous allez là-bas, puis vous allez être tenu au courant de toutes nos activités. On est très actifs aussi. J'essaie de faire des shows souvent. Ouais, non, puis comme je dis, là, tu m'enverras les infos, je vais les mettre dans le post. Puis tu donnes aussi des cours de Muay Thai privé, je pense? Ouais, j'ai une cours Muay Thai boxe, Muay Thai kickboxing, tout ce qui est... Puis comment on fait pour te contacter s'il y a du monde intéressé? Ben, vous pouvez, même à travers ma page, la page de ma business Silvertooth Promotion, ou sinon il y a mon nom Philippe Allaire Landreville. Que j'ai pas réussi à dire. Exactement, c'est pas grave. Mais ça, je suis sur Facebook sous mon nom, donc vous avez juste à me contacter à partir de là, ça va me faire plaisir. OK. Hey, Philippe Allaire Landreville, merci d'être venu, d'avoir pris un petit peu de temps. Puis c'est ça, moi je vais essayer de venir voir ton show si j'ai pas J'espère, ma fille. t'es cordialement invité. Ben ouais, si j'ai pas ma fille, c'est sûr je vais être là. Je t'appelle la gardienne. Yes, tabarouette. Hey, c'est le fun, ça, être invité, non seulement être invité, mais se faire payer la gardienne. Ben ouais, fait plaisir. Hey, merci d'avoir été là, puis merci tout le monde d'avoir écouté ça. Merci de l'invitation. Et à la prochaine.